Veuillez vous asseoir. L'audience reprend. Je donne à présent la parole à la défense de Nunchea afin qu'il puisse interroger le témoin. La défense de Nunchea ainsi que les deux autres équipes de défense, nous aimerions vous rappeler avant tout que le temps qui vous est imparti se compose exclusivement de la session de cet après-midi, et ce pour les trois équipes. Défense d'une chaire. Merci, Monsieur le Président. Mon collègue national n'a pas de questions. J'ai quelques questions. Ça ne devrait pas prendre plus de 20 minutes. Bien entendu, ça dépendra des réponses. Monsieur le témoin, ce matin, vous avez indiqué que vous n'aviez pas souvenir du nom du commandant de l'unité dans laquelle vous avez servi en avril 1975. Est-ce exact? La libération de Phnom Penh en 1975, j'étais rattaché à une unité militaire. Je me souviens des supérieurs hiérarchiques, mais pas de mon supérieur direct. À l'époque, le commandant de régiment était Da Mot et Da Sim. Mais peu plus tard, je ne les ai ni rencontrés, ni n'ai pu savoir ce qui était advenu d'eux. Question. Auriez-vous idée du nom réel complet de Tahamut et Ta Sim? Réponse. Ça fait très longtemps. Je ne me souviens plus des noms de Tahamut et Tassim. Tassim était Kasun Ten et l'autre Saikonda. Ils avaient la responsabilité du secteur militaire 22, mais je ne me souviens pas non plus du numéro exact de l'unité. Vous souvenez-vous du numéro de votre régiment? Réponse. Non. Je ne m'en souviens plus. Tout ce dont... Peut-être, est-ce que ce serait le régiment 24, mais je ne suis pas sûr à 100%. Merci beaucoup. Question. Au fin de compréhension, ce régiment, qui est peut-être le régiment 24, faisait-il partie d'une unité plus importante, une division par exemple? Et si c'est le cas, vous souvenez-vous du nom ou du numéro de cette division? Réponse. Je me souviens, c'était le régiment 52, pas 24. C'est tout ce dont je me souviens. Question. Et la division? Est-ce qu'il faisait partie d'une division? Et si oui, quel était le numéro de la division?
Je ne me souviens pas du numéro de la division, ni si ce régiment était autonome ou pas, ou s'il était sous la direction d'une brigade ou d'une division. Question. Je vous remercie. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris. Mais est-ce que vous venez de nous dire que vous ne savez pas ce qu'il était advenu des anciens commandants de votre régiment, Tamut et Tassim? Est-ce exact? Réponse. En ce qui concerne Sim, il a été transféré pour assurer des fonctions de supervision en Kompongsam, mais c'est quelque chose que j'ai entendu de façon indirecte. En ce qui concerne Mott, je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui, parce que j'étais déjà basé à Phnom Penh. Question, savez-vous s'ils sont encore en vie? Réponse. Non. Je n'ai aucune information à leur sujet, ni venant d'eux. Je ne sais donc pas s'ils sont en vie ou pas. Question. Je vous remercie. C'était là mes questions pour la journée d'aujourd'hui. Le président. Je vous remercie. Nous donnons à présent la parole à la défense de Ieng Sary afin qu'il pose des questions aux témoins. Je vous en prie. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, Monsieur le témoin et vous tous autour de la salle d'audience et dans la salle d'audience. Ce matin, vous nous avez parlé, vous nous avez dit que les enquêteurs étaient venus vous rendre visite à 3 ou 4 reprises et que vous avez eu un entretien avec eux. Ai-je bien compris la réponse que vous avez donnée? Réponse. Oui, c'est exact. Question. L'entretien basé sur le compte-rendu en notre possession aurait eu lieu le 11 décembre 2007, soit il y a à peu près 5 ans. Réponse, oui, c'est exact. Question. Si j'ai bien compris, pendant cet entretien, l'interprète qui était sur place était quelqu'un de votre connaissance, un cadre de la période Khmer Rouge. Est-ce exact? Réponse. Oui, c'était un intellectuel qui s'appelait Hayham Kane. C'était un chercheur. Question, mais vous le connaissiez avant? Réponse. Je l'ai connu en 1983. Question, je vous remercie. Ayant écouté l'enregistrement, il y a quelque chose qui ne figure pas au compte-rendu. Ce qu'on entend, en même temps que vous êtes interrogé, on entend la voix de votre femme. Avez-vous souvenir, ou plutôt, est-il exact que votre femme était à vos côtés pendant cet entretien? Réponse. Oui, c'est exact. Parce que l'entretien s'est déroulé à mon domicile. Question. Et tout comme aujourd'hui, vous aviez des problèmes de mémoire pour vous souvenir de certains événements, on entend sur la bande votre épouse qui fournit des réponses ou qui vous aide à répondre aux enquêteurs. Est-ce exact?
Réponse. Oui, c'est exact. Question. Serait-il également exact de dire que la déclaration que nous tenons de vous aujourd'hui ne relève pas uniquement de vos souvenirs, mais contient également des informations qui vous ont été fournies ou qui ont été fournies aux enquêteurs provenant de votre femme? Réponse. Oui, c'est exact. Et dans ce compte-rendu écrit de l'entretien, on y trouve ma déclaration. Rien n'est fabriqué. C'est la vérité telle que je la connaissais et qui se trouve inscrite dans ce compte-rendu de l'entretien. Question. Oui, bien sûr, mais certaines de ces déclarations sont fondées sur des informations que votre épouse vous a données pendant l'entretien afin de vous rafraîchir la mémoire. Réponse. Oui, c'est exact. Parce que nous avions été ensemble et parfois on a discuté certains événements ou confirmé un événement ensemble. Question. Une dernière question. Est-ce que les enquêteurs ont demandé à votre épouse de se trouver dans une salle séparée pendant votre entretien? Si ceci avait eu lieu, est-ce que cela vous aurait posé un problème? Réponse. Pendant l'entretien, mon épouse était près de moi parce que l'entretien avait lieu à mon domicile. Donc, on n'a pas eu l'entretien dans un lieu secret ou ailleurs. Ça s'est fait publiquement, ouvertement. Question, oui, mais si les enquêteurs avaient demandé à vous interroger en vous séparant de votre femme pour cet entretien, est-ce que cela aurait été possible à ce moment-là? Le président. Témoin, veuillez attendre. Conseil des parties civiles, je vous en prie. Monsieur le Président, j'aimerais soulever une objection à cette question puisqu'elle pose une hypothèse. La défense. Monsieur le Président, il n'y a pas d'hypothèse. La personne était présente. On n'est pas sur Mars. Il est dans son village. Alors, à moins que ce soit le seul endroit sur Terre où son épouse peut être, il est certain que le témoin peut répondre à la question de savoir si elle pouvait changer de pièce ou se déplacer jusqu'à une maison voisine. Donc c'est la question, ça n'est pas une hypothèse, ça se fonde sur les circonstances du lieu où l'interrogatoire a eu lieu. Ce que j'essaye de démontrer ici, c'est que l'entretien a eu lieu avec deux personnes parlant de concert, l'une rafraîchissant la mémoire de l'autre, ce qui en fait constitue ce compte-rendu, et ça n'est pas reflété dans le compte-rendu. Ceci simplement pour vous aider à accorder le poids que mérite le témoignage de ce monsieur. En ce qui concerne les irrégularités de l'enquête, nous n'allons pas dans cette direction, nous n'allons pas demander à ce que ce compte-rendu soit annulé, cet entretien soit annulé. Le président. L'objection n'est pas fondée, monsieur le témoin. Veuillez, s'il vous plaît, répondre à la question, ce qui va à la crédibilité ou non de votre entretien initial avec les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction. Le témoin. À ce moment-là, lorsque j'ai été interviewé, j'ai répondu aux questions. Et je vais répondre maintenant à la question de l'avocat. À l'époque, il y avait des chercheurs, y compris Weham Kane, et aussi une femme, qui m'ont posé des questions.
et j'ai répondu à leurs questions. Et à ce moment-là, mon épouse était également dans la maison parce que moi, je n'ai pas de secret envers ma femme. C'est mon épouse, c'est ma femme. Et parfois, elle s'exprimait parce qu'elle avait connaissance des faits. Et c'était la vérité. J'ai fait ma déposition devant les enquêteurs des co-juges d'instruction. Cela s'est déroulé de façon ouverte et ma femme était avec moi. Question, merci monsieur. Une dernière question. Avant cet entretien spécifique, est-ce que quiconque vous avait jamais posé des questions venant soit de cette équipe d'enquêteurs ou d'autres enquêteurs, ou est-ce la seule fois que l'on vous a posé des questions et que vous avez fourni des réponses à ce sujet? Réponse. C'était la première fois que j'étais interviewé en présence du chercheur M. Hengham King. Question, est-ce la première fois que vous étiez interrogé donc par le bureau des co-juges d'instruction, par les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction? Réponse, oui, c'est la seule fois et cela s'est fait par le biais de Hengham King. Question, je vous remercie. Nous vous remercions d'être venus jusqu'ici pour témoigner. Nous tenons à vous remercier et vous souhaiter bon retour. Président, je vous remercie. Nous donnons à présent la parole à Khieu Sampang, la défense de Khieu Sampang, pour qu'il pose ses questions. Je vous en prie. Maître Kungsuman, merci Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser. En premier lieu, je voudrais vous demander quel était votre rôle à K12. Vous nous avez dit que vous étiez mécanicien, un réparateur de camions. Alors ma question à ce sujet est la suivante. Dans votre groupe de 30 personnes, s'agissait-il exclusivement de mécaniciens ou bien est-ce que d'autres travaillaient dans différents groupes ou dans différentes équipes? Réponse. Dans l'unité K12 et en particulier dans ma section, c'est-à-dire la section des camions, nous avions les mécaniciens et les chauffeurs. Question. Pouvez-vous nous dire combien étaient chauffeurs et combien étaient mécaniciens? Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne m'en souviens pas. Ça fait près de 40 ans. Question, pouvons-nous dire qu'il y avait plus de 10 personnes dans un seul... nous pourrions dire qu'il y avait plus de 10 personnes dans un groupe. Question, en quelle année avez-vous commencé à travailler pour K12? Réponse. Avant le 17 avril 1975, donc la libération, j'avais été assigné à Phnom Penh avec une quinzaine d'entre nous. 10 étaient des mécaniciens, 30 étaient des chauffeurs. Quant à la date exacte, je ne m'en souviens pas. Mais l'année de notre entrée à Phnom Penh, c'était peu de temps après la libération, peut-être le 22 ou le 23 avril. Question. Merci. Quand
a été créé K12? Est-ce que K12 avait été créé avant 1975 ou après votre arrivée à Phnom Penh? Réponse. En fait, l'unité K12 avait déjà été créée car il y avait déjà des mécaniciens. Nous étions une force d'appui supplémentaire pour le groupe préexistant. Question. Vous avez indiqué devant cette chambre que M. Mill était votre supérieur. Est-ce exact? Réponse oui. Oui, parce que K12 était sous la direction de Mill. Merci. Question. Pouvez-vous nous dire qui était le supérieur hiérarchique de Mill? Réponse oui. Au-dessus de Mill, il y avait Pang. Je vous remercie. Question. Connaissiez-vous bien Pang et si c'est le cas, depuis combien de temps et quels étaient vos rapports avec lui? Réponse. Je connaissais Pang au bureau K12 parce qu'il venait contacter et communiquer avec M. Mill qui était le supérieur de K12. Je vous remercie. Question. Vous avez également témoigné que vous n'étiez pas au courant de S71. Est-ce que vous persistez à affirmer cela? Réponse. À ce moment-là, je ne connaissais pas S11, dit le témoin. Conseil l'interrompt. S71, pas S11. Pouvez-vous, s'il vous plaît, attendre que le micro soit ouvert afin qu'on puisse vous entendre? Réponse. Je répète, je n'ai jamais entendu parler de S71, et c'est la vérité. Parce que je n'avais rien à voir avec tout cela. Question. Ce matin, vous avez dit que des membres du personnel de K12 avaient été déplacés pour réparer les chemins de fer et travailler dans les rizières. Comment avez-vous été mis au courant de cela? Réponse. Parce que je l'ai su, voyant que des personnes étaient transférées, elles étaient transférées pour aller travailler ailleurs à l'ouest de Ponchentong, et j'ai entendu diverses personnes en parler, et c'est comme ça que je suis arrivé à cette conclusion. Je vous remercie. Question. Donc, vous avez entendu dire, il n'y a jamais eu de communication officielle à ce sujet. C'est exact? Réponse, oui, c'est exact. C'est par d'autres collègues que je l'ai appris. Il n'y a pas eu d'annonce officielle. Je vous remercie. Question. En ce qui concerne les sessions de formation politique ou d'éducation politique, vous avez indiqué à la Chambre ce matin que vous y avez participé à plusieurs reprises.
tant à l'Institut technique qu'en un autre endroit. Pouvez-vous nous confirmer que dans votre groupe composé de 30 personnes, comme vous l'avez indiqué, pouvez-vous nous confirmer le nombre de personnes, de vos collègues qui ont participé aux séances de formation en même temps que vous? Réponse. Tout ce que je puis dire, c'est que je ne me souviens pas des noms de ces personnes, ça fait tellement longtemps, mais oui, une partie d'entre nous se sont rendus là-bas pour étudier à tour de rôle, mais je ne me souviens pas des noms. Merci. Question. Dans ce centre d'études, à part votre groupe, est-ce que d'autres groupes participaient aux séances d'études? Réponse. Lorsque les séances d'études étaient annoncées, parfois des différents groupes, des bureaux K étaient envoyés, 5 ou 10 de chaque bureau K se retrouvaient sur place pour suivre les formations. Question. Pouvez-vous confirmer le fait qu'à part votre groupe, pouvez-vous nous indiquer quel était le statut de ces autres participants? Réponse. En ce qui concerne les sessions d'éducation politique, cela était variable. Parfois, il s'agissait de cadres, parfois les sessions d'études visaient spécifiquement les combattants ou spécifiquement les cadres. Parfois, c'était un mélange de cadres et de combattants. Merci. Question. En ce qui concerne M. Kyo Sampang, vous avez participé en sa présence à une séance d'études. Où cette séance d'études s'est-elle déroulée? Réponse. J'ai participé à la séance d'études aux séances d'études. Kyo Sampang s'exprimait rarement dans les séances d'études. C'était essentiellement M. Nunchea qui prenait la parole. Je n'ai pas un souvenir clair pour savoir si ça s'est tenu au CAS 6 ou à l'Institut technique. Mais de toute manière, j'ai participé à des séances d'études politiques sous sa direction. Conseil, je vous remercie. Pouvez-vous également nous donner plus de détails? Lorsque vous nous dites que M. Kyo Sampang faisait rarement des exposés pendant les sessions, qu'est-ce que vous entendez par là? Réponse. Je disais qu'en assistant aux sessions d'études, je ne l'ai rencontré qu'une fois. Les autres fois, c'était Nunchea qui présidait la session. Question. Pouvez-vous nous parler de la première fois que vous avez rencontré M. Kyo Sampang? Réponse. Comme je l'ai indiqué ce matin, je l'ai rencontré lorsqu'il est venu rendre visite à ses enfants. Je l'ai vu de loin. Les gens l'appelaient Oncle Hem, alors que son vrai nom est Kyo Sampang. Voilà ce que j'ai entendu de la bouche des autres. Et je l'ai donc rencontré au bureau de K12.
Question. Donc la première fois que vous avez vu que Sampan, vous l'avez vu de loin et c'était à K12. Est-ce exact? Réponse. Effectivement. Question. Qui vous a dit que la personne qui entrait dans la salle était Monsieur Kyosampan? Réponse. La personne qui me l'a dit, c'était quelqu'un qui travaillait depuis un certain temps au sein de l'unité. Question. Comment s'appelait cette personne? Est-ce que vous le saviez? Réponse. Non, je ne me souviens pas de son nom, cela remonte à bien longtemps. Question. Ce matin, vous avez déclaré que lorsque Kyosampan est allé au bureau de K12 pour rendre visite à ses enfants, il s'y est rendu en voiture. Est-ce exact? Réponse. Oui. Je ne l'ai vu qu'une fois. Question. Donc, vous n'avez vu Monsieur Kyosampan qu'une fois à K12, n'est-ce pas? Réponse. C'est exact. Question. Comment Kyosampan s'est-il rendu à cet endroit? Réponse. J'ai vu Kyosampan qui était dans sa voiture. Il y avait un chauffeur. À l'époque, les oncles ne conduisaient jamais eux-mêmes. Question. En tant que mécanicien, vous avez certainement pu identifier le type de véhicule dans lequel se trouvait M. Kyosampan. De quel type de véhicule s'agissait-il? Réponse. À cette époque, je n'ai guère fait attention au type de véhicule dans lequel il était embarqué, mais je sais que Kyosampan ne se préoccupait pas vraiment du type de véhicule qu'il allait employer. Il ne faisait pas de manière à ce sujet. Question. Par conséquent, vous ignorez dans quel type de voiture M. Kyosampan se trouvait, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement, je ne me souviens pas du type de véhicule en question. Question. Concernant les enfants de M. Kyosampan, étaient-ce ses fils ou ses filles et que faisait-il là-bas à ce moment? Réponse. Ces enfants étaient très jeunes. Ils devaient avoir environ 4 ans et il y avait une nourrice qui s'occupait d'eux. Question.
Ma question visait à savoir si ces enfants étaient des garçons ou des filles. Ces enfants se trouvaient-ils là-bas aux soins d'une nourrice ou bien est-ce qu'ils se trouvaient ailleurs dans une crèche? Réponse. À l'époque, je travaillais dans le bureau, mais je ne me suis pas approché pour aller voir les enfants. Je savais qu'il y avait une nourrice qui s'en occupait bien, mais je n'ai pas vraiment cherché à savoir si c'était des garçons ou des filles. Question. Y avait-il également d'autres enfants dont l'on s'occupait ou bien n'y avait-il que les enfants de Kyosampan à cet endroit? Réponse. À cet endroit, il y avait d'autres enfants également, et pas seulement ceux de Kyosampan. Question. Au sujet du bureau 870, dans votre déclaration, vous avez utilisé le terme de bureau 870. Vous avez aussi employé le terme unité 870, ministère 870. Pouvez-vous indiquer précisément quelle est votre compréhension de ces termes? Réponse. Le bureau 870, c'était un des bureaux les plus haut placés, rattachés au bureau central, le bureau qui supervisait les autres bureaux K. Il y avait par exemple K12 qui relevait aussi du contrôle de ce bureau central. Question. Concernant 870 ou le bureau 870, où se trouvait-il? Réponse. Je n'y suis jamais allé. J'en ai entendu parler, j'ai entendu parler de cette unité. L'unité qui était au-dessus de K12. Et j'ai juste entendu mentionner le nom de code de cette unité, mais je n'y suis jamais allé. Question. Savez-vous qui étaient les chefs de 870? Réponse. À l'époque, je n'étais pas certain. À l'époque, les chefs suprêmes, c'étaient les oncles. Personne d'autre n'aurait pu occuper de tels postes. À part eux, il y avait M. Pang, qui était également responsable. Question.
Ce disant, est-ce que vous vous fondez sur vos observations personnelles ou bien est-ce que vous avez des informations à l'appui de cette affirmation? Réponse. Je me fonde sur mes observations personnelles. Les chefs suprêmes ne pouvaient être que ses oncles. En dessous d'eux, il y avait Pang. Et je le répète, il s'agit là de ma propre observation. Question. Avez-vous jamais eu des contacts de quelque nature que ce soit avec le bureau 870? Vous dites n'y être jamais allé, mais qu'est-ce qui vous a porté à croire que 870 était dirigé par un groupe composé de telle ou telle personne? Réponse. Si je savais que le bureau 870 contrôlait K12, c'est parce que mes supérieurs, les chefs de K12, me l'ont dit. Voilà tout ce que je sais. Question. Vous dites que votre supérieur vous l'a dit. Est-ce que votre supérieur, c'était Monsieur Miel? Réponse. Oui. Monsieur Miel était le directeur de K12 et K12 relevait de la supervision directe de 870. Question. Lors de l'entretien qui a eu lieu à votre domicile, des questions vous ont été posées, mais j'ai moi-même encore quelques questions à poser en vue d'obtenir des éclaircissements. Au début, le président vous a posé des questions. Il vous a demandé combien de fois vous aviez été entendu. Vous avez répondu avoir été entendu plusieurs fois. Vous avez dit que la première fois, vous avez dû signer un document et que par la suite, vous avez été réentendu à plusieurs reprises. Au cours de ces entretiens, par qui avez-vous été interrogé? Réponse. Effectivement, j'ai été interrogé plusieurs fois. D'abord, M. Heng Ham-Keng est venu m'interroger pour recueillir des informations. Et ensuite, des gens de ce tribunal sont venus me trouver à 2 autres reprises, y compris le jour où on m'a emmené au tribunal. Question. Vous dites avoir été entendu 2 fois, y compris le jour où on vous a emmené au tribunal. Est-ce la fois où on vous a emmené au tribunal en vue de votre déposition d'aujourd'hui? Réponse. Laissez-moi préciser. Tout d'abord, il est venu m'interroger, puis il est venu me demander
si je pouvais me libérer pour venir me présenter au tribunal. Et une autre fois, on m'a emmené au tribunal en voiture. La défense. Merci, monsieur le témoin. Monsieur le président, j'en ai à présent terminé. Merci, monsieur le témoin, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Le président, merci.
Le président. Monsieur Chiesai, votre déposition touche à présent à son terme. Vous pouvez disposer et rentrer chez vous. La Chambre vous remercie vivement d'avoir pris le temps de venir déposer aujourd'hui. La Chambre vous sait gré de votre patience et des efforts que vous avez faits pour déposer. Ce faisant, vous aurez contribué à la manifestation de la vérité. Bon retour chez vous. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin afin qu'il puisse rentrer chez lui. Monsieur le témoin, vous pouvez à présent quitter le prétoire accompagné de votre avocat. Le moment est venu de lever l'audience dès lors que la déposition de ce témoin est terminée, plus tôt que prévu. La Chambre annonce aux parties et au public que demain il y aura 2 audiences distinctes. Il ne s'agira pas d'audience consacrée à l'examen des éléments de preuve. La première audience portera sur la déposition de 2 médecins de l'hôpital de l'amitié khméro-soviétique. Il s'agit des médecins traitants de M. Yengsari. En effet, celui-ci a été admis à l'hôpital depuis vendredi dernier. Les médecins viendront informer la Chambre quant à l'état de santé de l'accusé. La Chambre souhaite en effet obtenir les dernières informations sur l'état de santé de Yengsari. La Chambre entend savoir si celui-ci est en mesure de participer au procès. Et s'il peut, le cas échéant, assister à l'audience à distance ou selon d'autres modalités. La Chambre tient à entendre l'avis des médecins à ce sujet. L'autre audience portera, quant à elle, sur une autre question. En l'occurrence, la question des audiences consacrées à la déposition de M. Philippe Short, document E172. La Chambre entendra les dépositions, les observations orales des parties. Et donc, demain, les audiences ne seront pas consacrées à l'examen des éléments de preuve. La Chambre s'adresse à présent
à la défense de Nunchea et à celle de Kyo Sampan en leur demandant si elles entendent assister à l'audience de demain. De l'avis de la Chambre, les audiences de demain ne concernent pas ces deux équipes de défense. Cela dit, il serait bon que les deux équipes de défense indiquent si oui ou non leur client entend assister à l'audience. La défense de Nunchea. Je n'en ai pas encore parlé avec mon client. Mais, sans aucun doute, je vais le faire. Cela ne concerne pas directement notre client, mais le droit d'être présent au procès et d'être jugé en sa présence, cela concerne bien sûr aussi notre client. Peut-être ne serons-nous pas présents en matinée lorsque vous entendrez les médecins, mais nous aimerions assister à l'audience suivante portant sur la déposition du témoin expert. Peut-être que vous pourriez nous dire quand cette partie de l'audience commencera. Le président. Maître Bestman, pourriez-vous répéter le dernier point que vous avez soulevé? La juriste hors classe a déjà adressé un courriel au parti. La Chambre n'a fait que répéter les modalités. En général, l'audience commence à 9 heures. Les questions qui seront examinées ne concernent pas directement votre client. Si celui-ci entend assister à l'audience, vous êtes prié de nous le faire savoir pour que les instructions nécessaires puissent être données au centre de détention. Si votre client renonce à son droit d'être présent, il vous incombe de remettre à la Chambre le document de renonciation. Cela aidera la Chambre à organiser les audiences. Le cas échéant, il ne faudra pas mobiliser de personnel pour amener votre client dans le prétoire. Demain, il sera question de différents points, y compris la question de la déposition des témoins experts et des parties civiles. La défense. Merci. On vient de me dire que mon client renonce à son droit d'être présent demain. Moi-même, je serai présent demain matin au cas où, pour le cas où la déposition des médecins se terminerait rapidement, après quoi je voudrais participer au débat sur le droit des accusés à être présents à leur procès. Le président. Merci, maître. La parole est à la défense de Kyo Sampan. Je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Monsieur Kyo Sampan n'a pas l'intention de participer à l'audience de demain. Cependant, moi-même et mon équipe serons présents pour suivre les débats et en entendre les principes qui s'en dégageront. Le président.
mais il est clair dans les instructions que j'ai données que demain, il y aura 2 audiences distinctes. Et le président invite les parties à y prendre part. Ce que la Chambre désire savoir, c'est si les accusés participeront ou non, de manière à ce que toutes les mesures puissent être prises afin que le centre de détention puisse assurer leur présence ici. Sinon, ils doivent soumettre le formulaire de renonciation de leur droit à participer physiquement à l'audience. Mais nous invitons bien entendu à participer aux 2 audiences et je vous remercie pour les informations que vous avez partagées avec la Chambre. L'audience d'aujourd'hui touche donc à sa fin. Nous reprendrons demain matin, vendredi à 9 heures. La sécurité va maintenant ramener les accusés au centre de détention et faire en sorte qu'ils soient de retour dans le prétoire mardi matin, le 25 septembre 2012, avant 9 heures. L'audience est levée.